Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur First TV Africa, la première chaîne d'information panafricaine. En titre, bonne nouvelle pour les salariés du privé en Angola, leur salaire a été augmenté de 30%. C'est une mesure pour permettre la récupération du pouvoir d'achat des ménages. Les 24 et 25 février 2018 a eu lieu le premier sommet Ligue arabe Union européenne en Égypte. Le thème de cette rencontre était investir dans la stabilité. Et en Libye, la ville de Benghazi, après plusieurs années aux mains des groupes armés, retrouve un peu son lustre d'antan. Nous reverrons cette ville. Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver sur First TV Africa. Nous vous le disions tout à l'heure en titre, c'est une bonne nouvelle dans le secteur privé angolais. La hausse du prix des salaires de 30% par le ministre de l'administration publique. C'est selon lui une mesure qui vise à récupérer le pouvoir d'achat des ménages. Aussi, la pension de vieillesse a été augmentée de 57,14%. Plus de détails dans ce reportage. En attendant la publication du décret présidentiel qui devrait être signé entre mars et avril, les salariés du secteur privé angolais peuvent déjà se réjouir. Leur salaire minimal vient d'être augmenté de 30%. Selon le ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Precious Mayato, la mesure a pour but de permettre la récupération du pouvoir d'achat des ménages et de maintenir la stabilité et l'équilibre. Au regard de la dépendance de l'Angola, de l'économie angolaise vis-à-vis du pétrole, l'économie a subi un grand choc qui a appauvri davantage la population. Dans la pratique, le plus bas salaire sera celui des travailleurs agricoles qui passera de 16 503 à 21 454 kwanza, soit $68. Les travailleurs du commerce et de la fabrication recevront 26 817 kwanza et ceux de l'industrie extractive verront leur salaire augmenter à 32 181 kwanza, soit $102. Quand vous considérez le nombre de mesures que l'État a pris pour faciliter l'investissement privé, pour impulser justement l'activité économique du secteur privé, il y a de quoi attendre de ce secteur une certaine équité par rapport à la rémunération de son personnel. Il faut noter aussi que la pension de vieillesse minimale a été augmentée de 57,14%. En janvier déjà, les salaires de la fonction publique avaient été révisés, le salaire minimum augmentant de 57%. Investir dans la stabilité, tel était le thème du premier sommet Ligue arabe Union européenne qui a eu lieu en Égypte ces 24 et 25 février. Ce sommet historique avait plusieurs enjeux dont la prospérité et la lutte contre le terrorisme dans les deux régions. Plus de détails dans cet élément. Premier sommet entre l'Union européenne et la Ligue arabe. Il s'est déroulé ce 24 et 25 février 2019 en Égypte. Le thème, investir dans la stabilité. Plus de 50 dirigeants de pays arabes et européens ont échangé sur les moyens à mettre en œuvre pour le partenariat et la coopération entre les deux régions. Il existe un réel désir parmi les 28 pays européens participants et les 22 pays arabes. Ce désir est de faire de ce sommet un véritable début pour la stabilité et le développement vigoureux de la région arabe avec la coopération avec l'Union européenne. Ce sommet, présenté comme historique, a tourné autour de divers enjeux, mené à bien des objectifs communs, la prospérité, la stabilité et la paix. La lutte contre le terrorisme était d'ailleurs au cœur des discussions. L'enjeu de ce sommet est de réussir à mettre l'accent sur notre partenariat en ce qui concerne les relations économiques, notre travail commun par exemple sur la Palestine et la paix entre Israël et la Palestine et entre Israël et le monde arabe en redynamisant les deux, réussir à adopter une approche commune sur le conflit en Syrie, sur le conflit au Yémen, tenter de mettre pleinement en œuvre l'accord de Stockholm et un travail commun sur la Libye. L'événement a été marqué par un fort investissement de l'Allemagne, représenté par sa chancelière Angela Merkel. Dans leur déclaration finale, l'Union européenne et la Ligue arabe font référence explicite au droit international comme ligne rouge de la question israélo-arabe. Peu à peu, Benghazi reprend son souffle. Ravagée par la guerre civile, la ville avait perdu de sa superbe. Elle était le bastion de la rébellion en 2011. L'activité commerciale repart de plus belle après que la ville fut le théâtre de plusieurs affrontements entre groupes armés et membres de forces du gouvernement.
au milieu des ruines, une rue commerçante voit le jour en plein Benghazi. La ville de l'Est libyen ravagée par la guerre. Mais avec la fin du conflit en 2017, les magasins ont rouvert et Venice Street, avec ses nouveaux boutiques branchées et ses cafés élégants, redonne un nouveau souffle à Benghazi, région qui fut le bastion de la rébellion de 2011. Nous avons ouvert avant la dernière guerre et suite aux dégâts, nous avons fermé pendant un certain temps. À la fin de la guerre, nous avons rouvert nos portes et, Dieu merci, même d'autres magasins ont ouvert. L'économie a un peu bougé et il y a des clients. Dieu merci, même les ventes s'améliorent. Il n'y en avait pas pendant la période de guerre. Longtemps prises d'assaut par des groupes armés, les importations ont été limitées à Benghazi. Mais avec la rouverture du port et le retour des commerçants, l'activité commerciale reprend du service avec des facilités de paiement pour les clients. La plupart des magasins sont très utiles. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Vous pouvez payer via Pay4Me, MobiCash ou payer en espèces. La plupart des magasins aident autant qu'ils le peuvent. Avec l'installation de ces nouveaux commerces, la ville semble renaître de ses cendres. Près de 324 000 $ ont été investis pour couvrir les dommages après la guerre par les commerçants. Ces derniers espèrent redonner aux Libyens le goût du shopping pour un jour comparer Venice Street aux capitales internationales de shopping. Le sommet Trump-Kim s'est terminé par un non-lieu. La rencontre à Hanoï s'est achevée sur un désaccord. Il s'agit du plus important revers diplomatique essuyé par le président américain depuis sa location dans la Maison-Blanche. Donald Trump a quitté Hanoï les mains vides jeudi 28 février. Le président des États-Unis avait espéré entretenir et conforter la dynamique lancée il y a 8 mois à Singapour lors de sa première rencontre avec Kim Jong-un. Cet espoir était cruellement déçu. Les négociations engagées la veille que les deux dirigeants avaient mis en scène avec force marque de connivence et d'optimisme se sont grippées avant le déjeuner bilatéral que les deux dirigeants devaient partager. Auparavant, le responsable nord-coréen s'était senti assez en confiance pour répondre à la première fois à des questions posées par des journalistes américains. Un signe trompeur masquant une divergence de fond. Donald Trump a alors avancé la conférence de presse qu'il devait tenir avant son départ pour Washington, pendant que la Maison-Blanche dressait le constat d'échec du sommet. La porte-parole du président Sarah Sanders a assuré que les contacts n'étaient pas rompus, que le sommet avait donné l'occasion de rencontres très bonnes et constructives que les deux équipes avaient prévues. Un très piètre résultat à la hausse des attentes suscitées par le président des États-Unis. En Côte d'Ivoire, la hausse tarifaire des services de mobile money rencontre la grogne des consommateurs. En effet, les tarifications dans le pays ont connu une hausse de 7,2% depuis quelques jours. Une augmentation qui ne réjouit pas les utilisateurs des services de transactions monétaires via mobile. Écoutons le représentant des consommateurs ivoiriens. En Côte d'Ivoire, l'augmentation de 7,2% sur les transactions mobile money annoncée pour février 2019 par l'Union nationale des télécommunications inquiète les utilisateurs de ce service, même si pour le moment, presque toutes les agences n'ont pas encore appliqué cette nouvelle mesure. L'esprit n'est pas bon. Voilà. Il faut qu'ils pensent à nous, les bas, voilà, ceux d'en bas. Pour prendre une décision, il faut faire toujours référence à ceux d'en bas. Ne pas faire une référence à ceux d'en haut. Il faut faire toujours référence à ceux d'en bas. Parce que normalement, quand ils font le point là, il y a combien de personnes d'en haut qui font Orange Money, Move Money, MTN Money. Ou bien c'est parce qu'ils savent que maintenant ça marche qu'ils veulent augmenter. De son côté, la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, qui a 20 ans d'existence et présente dans 18 des 31 régions du pays, compte mener des actions dès le 11 février 2019 pour contraindre l'Union nationale des télécommunications et les agences de téléphonie mobile à supprimer cette mesure. Nous allons gagner cette bataille et nous avons l'ARTCI où nous allons déposer un courrier pour un sitting de protestation. Nous avons la direction générale des différentes téléphonies mobiles où nous allons déposer des courriers pour des sittings de protestation, pacifiques de protestation. En rappel, 40% de la population en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 10 millions, dispose d'un compte mobile money. L'économie numérique contribue à 9% du produit intérieur brut du pays selon les chiffres de 2017.
Antoine Gizenga, figure de proue du parti lumumbiste et ancien premier ministre congolais, s'est éteint à 93 ans ce dimanche dernier. Il était l'un des plus engagés dans le combat de l'unité congolaise. Il faisait aussi partie de ceux qui ont mené la révolution dans les années 1960 aux côtés de Patrice Lumumba. Revoyons ensemble la vie politique de cet homme. Du parti lumumbiste unifié s'est éteint ce dimanche 24 février 2019 à l'âge de 93 ans. Opposant au régime du maréchal Mobutu et de Laurent Désiré Kabila, c'est lui que l'on appelle patriarche, a milité toute sa vie pour un État unitaire. Pour ses partisans, la passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo a été pour les patriarches l'aboutissement de l'un de ces nobles combats. Il aura été heureux parce que finalement, il assista à la passation pacifique du pouvoir d'État en République démocratique du Congo pour une fois dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance, dont Gizenga lui-même est l'un des pères de cette indépendance. Candidat recalé à la présidentielle du 30 décembre 2018, Antoine Gizenga a finalement renouvelé l'alliance entre son parti PALU et la famille politique de Joseph Kabila. Sa disparition est un coup dur pour le Front commun pour le Congo, une disparition qui laisse poser des questions sur l'avenir même de son parti. Souvent, les partis de masse sont difficiles à survivre après le départ de celui qui incarnait les partis. Nous souhaitons un courage. Il ne faut pas que les dissensions puissent prendre les décisions. Gizenga a vécu en exil de 1965 à 1992. Au scrutin de 2006, il est classé 3e au premier tour et fait alliance avec Joseph Kabila qui remporte la présidentielle face à Jean-Pierre Bemba. Le nouveau Premier ministre centrafricain a pris fonction ce 27 février 2019. La nomination de Firmin Gribada fait partie de l'accord de paix et de réconciliation signé à Bangui le 6 février dernier. Il remplace Mathieu Sarandi qui a démissionné une semaine plus tôt. Un gouvernement répondant aux attentes de paix et de réconciliation nationale est attendu dans les jours prochains. Firmin Gribada a pris fonction ce 27 février comme Premier ministre en République centrafricaine. Sa nomination fait partie de l'accord de paix et de réconciliation paraphé à Khartoum au Soudan et signé à Bangui le 6 février. Il sera chargé de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Après la démission une semaine plus tôt de l'ancien chef du gouvernement Mathieu Sarandi, le président Faustin Archange Touadéra a porté Firmin Gribada, inspecteur principal du travail et ancien chef d'état-major adjoint du Premier ministre, à ce poste. Avant d'être nommé Premier ministre le 25 février, Firmin Gribada était ministre d'État et directeur de cabinet de la présidence de la République. Il était également chef de la délégation gouvernementale au dialogue pour la paix à Khartoum. Ce dernier tient à poursuivre l'œuvre entamée par son prédécesseur, 5 priorités fondamentales selon lui. Son Excellence, j'essaierai avec modestie, avec le gouvernement que nous allons mettre en place, de poursuivre le travail que le Premier ministre Mathieu Sarandi a entrepris. Notamment, nous allons continuer à travailler dans le domaine du rétablissement de la paix, la sécurité, la réconciliation nationale. Nous allons aussi continuer à travailler dans le domaine du relèvement économique. Un nouveau gouvernement est attendu dans les tout prochains jours. Un gouvernement qui devra répondre aux attentes de l'accord de paix et de réconciliation signé entre le régime du président Touadéra et les groupes politico-militaires le 6 février dernier à Bangui. Le FC Nantes a saisi la FIFA dans l'affaire du transfert du joueur Emiliano Sala. Le club exige que Cardiff paye l'argent du joueur décédé le 21 janvier alors qu'il se rendait dans son nouveau club. Le club gallois, lui, de son côté, dit attendre de voir les résultats finaux de l'enquête avant de se prononcer sur quoi que ce soit. Le dossier du transfert d'Emiliano Sala atterrit à la FIFA. Le FC Nantes a saisi l'instance mondiale pour contraindre Cardiff à payer l'argent du transfert du joueur décédé le 21 janvier dans un accident d'avion.
Interrogé à ce propos lors d'une conférence de presse mercredi à Rome, le président de la FIFA espère que les deux clubs parviendront à un accord. À ce stade, tout ce que je veux dire, c'est que nous devrions soutenir sa famille. Les instances de la FIFA et les deux clubs y réfléchiront, j'espère, en trouvant un accord. Pour l'instant, Cardiff refuse d'honorer un premier versement de 6 millions d'euros sur les 17 du montant total du transfert. Le club gallois disait attendre les premières conclusions de l'enquête pour donner suite à la requête du club français. Il espérait surtout faire baisser le prix du transfert au cas où le rapport révélerait une responsabilité du FC Nantes dans l'accident qui a coûté la vie à l'attaquant argentin de 28 ans. Michael Cohen, l'ex-avocat du président Donald Trump, fait un témoignage qui accable le locataire de la Maison-Blanche. Devant la commission parlementaire du Congrès américain, il a exprimé son regret d'avoir travaillé pour l'homme d'affaires devenu président. Lui, par contre, nie en bloc toutes les révélations faites par son ancien avocat. Écoutons ensemble Michael Cohen devant la commission parlementaire du Congrès américain. La main droite levée, Michael Cohen jure de dire la vérité devant les dizaines de membres de la commission parlementaire du Congrès américain. J'ai honte d'avoir fait le choix de prendre part dans les actes illicites commis par M. Trump plutôt que d'écouter ma propre conscience. J'ai honte car je sais ce qu'est M. Trump. C'est un raciste, c'est un escroc, c'est un tricheur. Après avoir exprimé ses regrets, l'ancien avocat du président américain affirme suspecter l'équipe de campagne du candidat Trump de collusion avec la Russie. Le milliardaire aurait continué à mener des négociations pour un projet immobilier à Moscou. M. Trump était au courant et a dirigé les négociations de l'immeuble Trump à Moscou tout au long de la campagne et a menti à ce sujet. Il a menti parce qu'il n'avait jamais pensé gagner l'élection. Michael Cohen déclare aussi avoir reçu ordre du futur président de verser 130 000 $ à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels pour garder secrète leur relation. Pour preuve, il a remis une copie du chèque à la commission parlementaire. Enfin, il affirme que le candidat Trump était prévenu de la publication des emails piratés d'Hillary Clinton, publication qui a déstabilisé la campagne de la candidate démocrate. Le site Wikileaks révélait à l'époque qu'elle avait utilisé sa boîte privée pour envoyer des courriels officiels lorsqu'elle était secrétaire d'État. En voyage au Vietnam pour son deuxième sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Donald Trump s'est fendu d'un tweet rageur. Il accuse notamment Michael Cohen de mentir pour réduire sa peine de prison. Le Sénégal a découvert ses plus importants gisements de pétrole en 2014 au large de Sangomar et au large de Saint-Louis et Kayar, respectivement en 2015 et 2016. Les efforts de l'État et de ses partenaires stratégiques en matière d'exploration ont également fourni des résultats satisfaisants avec la découverte de 3 gisements de gaz entre 2015 et 2017 au large de Saint-Louis et à la frontière maritime avec la Mauritanie. Suivons ensemble ce reportage sur les perspectives du secteur de l'hydrocarbure au Sénégal. Après plusieurs décennies d'exploration, le Sénégal a découvert ses plus importants gisements de pétrole au large de Sangomar en 2014 et au large de Saint-Louis et Kayar, respectivement en 2015 et 2016. Les efforts de l'État et de ses partenaires stratégiques en matière d'exploration ont également fourni des résultats satisfaisants avec la découverte de 3 gisements de gaz entre 2015 et 2017 au large de Saint-Louis et à la frontière maritime avec la Mauritanie. Avant le début de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, l'État du Sénégal a prévu de finaliser
finaliser les investissements nécessaires aux différents gisements. Ainsi, le gisement gazier Tortue, situé à la frontière mauritanienne avec sa réserve de 450 milliards de mètres cubes, débutera sa production entre 2021 et 2022. Le début de la production au niveau du gisement pétrolier SNE, situé au large des îles du Saloum, est prévu en 2022. Ce gisement produira à son maximum entre 75 000 et 125 000 barils par jour. Objectif, faire du Sénégal un producteur de pétrole de taille respectable en Afrique. Lors de la dernière réforme constitutionnelle de 2016, il y a eu une nouvelle disposition dans la Constitution, notamment l'article 25, qui consacre le principe d'appartenance de ces ressources à la nation. Et donc, ces ressources doivent contribuer à améliorer le bien-être des populations sénégalaises. Donc, les recettes tirées de la production de ces hydrocarbures seront utilisées pour le développement socio-économique du Sénégal à travers des investissements productifs, le renforcement de notre outil de production et le financement de projets structurants. Mais aussi, il est prévu de mettre en place un fonds souverain pour assurer l'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire que c'est des ressources épuisables, donc il faut également penser aux générations futures. Le gouvernement sénégalais, conformément à la politique définie par le président Macky Sall, a décliné un certain nombre de stratégies articulées autour d'un dispositif institutionnel cohérent basé sur le code pétrolier pour une meilleure gestion économique et sociale du pétrole et du gaz. Le cadre institutionnel est composé du ministère du pétrole et des énergies qui joue un rôle central dans toutes les procédures administratives relatives à la préparation des contrats pétroliers, leur signature, l'application de leurs clauses ainsi qu'au contrôle des opérations pétrolières. Il y a aussi la Société des pétroles du Sénégal qui cumule plus de 35 années d'expérience dans les opérations d'exploration-production. Mémoire de l'État dans le secteur, Petrosen abrite une banque de données pétrolières qui archive tous les résultats des campagnes sismiques et des forages effectués sur le territoire sénégalais. L'impact du pétrole sur l'économie du pays n'aura pas d'intérêt majeur s'il ne s'agit que des recettes qui sont tirées du pétrole, de la vente du pétrole. Mais l'impact du pétrole sera réel quand il y aura un contenu local fort, avec des ressources humaines formées, avec un secteur industriel qui se développe et qui saisit toutes les opportunités pour justement asseoir des compétences sénégalaises à travers des PME, PMI performantes qui donc mettent sur le marché des produits finis et semi-finis destinés à l'industrialisation et donc au marché national, sous-régional et international. Le chef de l'État a créé le COS Pétrogaz, une structure de pilotage, de coordination et de suivi du développement des projets pétroliers et gaziers pour mieux assister le président de la République et le gouvernement dans la définition, la supervision et la mise en œuvre de la politique en matière de gestion de ces ressources. Vous savez, les projets pétroliers exige l'implication de plusieurs structures de l'État et pour favoriser la coordination, il est important d'avoir une structure supraministérielle qui puisse impulser, disons, tout ce qu'il faut pour faire avancer les projets, mais surtout adresser les différentes problématiques, qu'elles soient d'ordre environnemental, fiscal, juridique ou bien même technique. Donc c'est une structure de coordination et de pilotage stratégique et on valide en dernier ressort toutes les décisions à prendre dans le secteur. Créé en 1961 à l'initiative du gouvernement sénégalais et de la Société africaine de pétrole, avec le concours des grandes sociétés pétrolières, la SAR, Société africaine de raffinage, doyenne des raffineries de l'Afrique de l'Ouest, a pour vocation d'importer et de raffiner le pétrole brut. Elle approvisionne le marché sénégalais en produits pétroliers tels que le gaz butane, l'essence, le kérosène, le gasoil, entre autres. Sur instruction de Monsieur le Président de la République, mais aussi des actionnaires, nous sommes dans les dynamiques pour nous projeter vers ces découvertes du pétrole et du gaz en adaptant nos unités d'abord pour qu'à partir de 2022, quand le pétrole sera produit, que la SAR arrête d'importer du brut de l'étranger, donc valeur ajoutée sur les ressources naturelles. Et deuxième phase, c'est d'augmenter notre capacité justement pour être en mesure de couvrir l'ensemble des besoins nationaux. Pour répondre aux exigences de transparence et de bonne gouvernance, le Sénégal a volontairement adhéré en 2013 à l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives.
L'adhésion à cette norme comporte plusieurs obligations, dont celle de publier tous les contrats signés dans les secteurs miniers et pétroliers, mais aussi celle de recenser dans un rapport annuel tous les paiements effectués par les compagnies à l'État, ainsi que l'utilisation qui en est faite. Avec l'adhésion à l'ITIE, qui porte sur la transparence, donc sur toutes les activités liées de manière plus globale aux ressources naturelles, dont le pétrole et le gaz naturellement, par la diffusion des informations concernant les contrats et les engagements du Sénégal, mais aussi de ses partenaires, mais aussi et surtout par les paiements donc des sommes qui sont engagées vers l'État ou ses démembrements. Le code pétrolier, adopté en 1998, garantit à l'État du Sénégal d'être majoritaire dans tous les contrats qu'il signe. Ce code a été renouvelé et renforcé par les autorités à la fin de l'année 2018. Il faut savoir que l'octroi des permis d'exploration, en cas de succès, deviennent des découvertes. L'octroi de ces permis se fait dans un cadre légal. C'est le code pétrolier qui définit les modalités d'attribution de ces contrats. Conformément aux objectifs de formation du capital humain du plan Sénégal émergent, l'État du Sénégal a mis en place l'Institut national du pétrole et du gaz pour développer l'expertise nationale tout en favorisant l'emploi des Sénégalais. Cette école, à vocation sous-régionale, qui a accueilli sa première promotion courant octobre 2018, formera des élèves, ingénieurs et des professionnels qui seront opérationnels dès la fin de leur formation. En collaboration avec les compagnies pétrolières, l'IPGN garantira l'insertion professionnelle de ses étudiants formés à tous les niveaux stratégiques de la chaîne pétrolière. L'IPGN contribuera également au renforcement des capacités du personnel de l'administration sénégalaise sur les questions liées au projet d'hydrocarbures. En rappel, les recherches pétrolières ont débuté au Sénégal dans les années 1950. Après plusieurs campagnes d'exploration infructueuses, du pétrole lourd a été découvert au large de la Casamance en 1967. Ce pétrole n'a cependant pas été exploité car pas assez rentable. De petits gisements de gaz ont été découverts à Diamniadio en 1993 et à Gadiga en 1997 et leur production a surtout été utilisée à des fins de consommation industrielle et de production d'électricité locale. Très chers téléspectateurs, nous voici à la fin de ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas, soyez les premiers à être informés en suivant First TV Africa. Au revoir.